Bonjour, vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Étant en déplacement, je ne pensais pas faire de vidéo cette semaine, et puis finalement, je me suis résolu à filmer cette mise au point qui portera le numéro 22 dans la série des mises au point. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai écouté Javier Milei faire son numéro, hein, c'est l'expression exacte. J'ai écouté Javier Milei, donc le président récemment élu de l'Argentine, le libertarien Javier Milei, faire son numéro à Davos, à l'édition 2024 du sommet de Davos organisé par le Forum économique mondial de Klaus Schwab. Il se trouve en effet que cette semaine, c'est la semaine du sommet de Davos, et que je couvre l'événement. Alors avant tout pour les abonnés, les titulaires d'abonnements annuels à mon blog Substack, qui ont aussi accès au fil Telegram privé. Et c'est sur ce fil que je commente qu'eux ont accès en temps réel à mes commentaires sur l'édition 2024 du sommet de Davos. Mais quand bien même je ne me serais pas lancé dans cette couverture de ce qui aurait été un peu surprenant compte tenu de mon parcours, mais à supposer que je ne me sois pas intéressé à cette édition 2024, dont beaucoup d'autres organes de presse plus ou moins autoproclamés autoproclamés dans la dissidence vous expliquent que c'est pas si important que ça, que de toute façon c'est sur le déclin, ce en quoi ils ont raison. Cela dit, vous auriez tort de leur faire confiance, puisque les mêmes vous expliquaient déjà il y a 2, il y a 3 ans, etc., que c'était un truc totalement secondaire, etc. Bon, euh, je vous laisse vous faire votre opinion hein, sur le sommet de Davos et sur les gens qui vous expliquent ça. À supposer donc que je ne me sois pas intéressé cette année au sommet de Davos, j'aurais de toute façon hein, jeté un œil à ce discours de Milei, parce que effectivement, un chef d'État libertarien, alors ça déjà pour moi c'est un oxymore, hein, c'est une contradiction dans les termes, mais bon, supposons, hein, un chef d'État libertarien qui vient exprimer une opinion libertarienne, entre guillemets, hein, où ça à Davos, hein, c'est-à-dire bon, bah, dans la grotte hein, des 40 voleurs, enfin plutôt des 2000 voleurs d'ailleurs, hein, du capitalisme de connivence, hein, du nouveau totalitarisme, dominé d'un point de vue idéologique, on va dire, par les principes de l'ordolibéralisme. Hein. Donc, bon, effectivement, il y a un petit côté Oussama Ben Laden, ou dans un genre assez différent quand même, mais de ce point de vue-là, ça revient même. Imran Hossein, vous voyez, venant tenir une conférence au siège du Grand Orient de France, hein, à Paris. Bon. Alors, comme son speech dure quand même une petite demi-heure, et que bon, bah, ça a été chargé sur YouTube, visiblement personne n'a interrompu l'enregistrement, on lui a pas coupé son micro. Bon, moi je partais de toute façon du principe, totalement vérifié, hein, que tout cela était un faux événement, hein. C'est-à-dire que non, contrairement à la première impression, hein, le libertarien Milei s'exprime à Davos. Bon, ça n'est pas une révolution pour une raison très simple, c'est que la révolution, je reprends ce vieux slogan hein, des mouvements contre-culturels des années 60 aux États-Unis, la révolution ne sera pas télévisée. Hein. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de le vérifier parce qu'il y a un autre participant, un Iranien semble-t-il, qui, lui, a eu l'occasion d'exprimer un point de vue, je dirais, beaucoup plus cohérent et probablement plus sincère dans son libertarianisme, euh, à la tribune de Davos. Bon, ça a duré 30 secondes. Hein. Il n'avait d'ailleurs pas prévu de tenir plus longtemps. Il se doutait bien qu'après la première phrase, assez vite, le micro serait coupé. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Je remettrai peut-être un lien en description pour vous permettre de visionner cette scène truculente si vous ne l'avez pas encore fait. Bien. Donc voilà, une comédie de plus, un non-événement, mais quand même un non-événement suffisamment original pour mériter, même quand on n'est pas professionnellement astreint à couvrir le sommet de Davos 2024, bon, qui mérite quand même qu'on y jette un coup d'œil. Et puis finalement, j'ai été surpris. Alors, pas du tout surpris, encore une fois, hein, mes attentes ont été confirmées, c'est-à-dire que non, non, il y a aucune révolution. J'entends d'ici tous les droits tardés qui vont nous expliquer, mais vous vous rendez compte,
un discours hostile au féminisme, hostile au climatisme, hostile à l'étatisme, à la tribune de Davos, voilà, c'est la fin du monde, ou au moins la fin de l'Occident, ou ce que vous voulez. Discours au demeurant que Javier Milei a commencé en se présentant comme défenseur de l'Occident, hein, comme porte-drapeau de l'Occident. Ça aussi, c'est assez drôle. Je pense que c'est lui qui a raison, en l'occurrence, et non pas les droitards français qui vont vous expliquer que voilà ça y est, la table a été renversée, tout a changé, les mondialistes ont perdu. Non, non, j'ai pas été déçu, ou si vous voulez, je m'attendais à être déçu, et je l'ai effectivement été. Donc, de ce point de vue-là, y a pas grand-chose à souligner. En revanche, de façon là, pour le coup, un peu imprévue, ce discours m'a permis de comprendre qui est Javier Milei, et jusque-là, c'était pas tout à fait clair. Et par ricochet, un peu aussi de comprendre encore mieux, encore plus précisément ce qu'est Davos. Puisque d'une certaine manière, Davos invitant Milei et laissant Milei s'exprimer à sa tribune, c'est un peu un cas limite, hein. C'est un peu Davos qui touche à sa propre extrémité. Alors sans la dépasser, hein. Pour moi, Davos, où on invite Milei à s'exprimer, c'est encore et toujours Davos. Et justement, je vais expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que on a en quelque sorte atteint une limite, et généralement c'est aux limites, hein, qu'il est le plus facile de décrire efficacement, hein, de définir un objet, hein, puisque bah, définir, l'étymologie vous le dit, hein, c'est aussi repérer, hein, cartographier les finesses, hein, les fins, les limites, hein, du dit objet. Alors, qui est Javier Milei? Eh bien, j'en suis rendu compte en l'écoutant parler à Davos. C'est un universitaire, hein. Chose que j'étais moi aussi il n'y a encore pas si longtemps que ça, hein. Donc bon, bah, je veux dire, il y a probablement pire, hein, dans la zoologie actuelle de notre planète. Mais enfin, bon, disons que comparé aux véritables hommes politiques, hein, comparé à un Alexander Loukachenko, quand même, il faut bien dire que c'est pas grand-chose, hein. Milei, et typiquement Milei à Davos, là, eh ben c'est un petit prof. C'est un petit prof d'économie. C'est ce qu'on pourrait appeler un prof avec une persuasion, hein. C'est les pires. C'est-à-dire qu'il a réussi dans son petit recoin, dans sa petite tranchée de l'édifice des connaissances, à se ménager, il s'est aménagé un nid de mitrailleuse, vous voyez, que lui considère comme imprenable, et qui est effectivement probablement imprenable, entre autres parce que, bon, on ne voit pas tellement l'intérêt d'aller le prendre. Et à partir de là, il a développé deux qualités qui sont typiquement les qualités du petit universitaire qui a du succès auprès des étudiantes, hein. Donc vous voyez qu'on place la barre cognitivement très haut, hein. La première qualité, c'est de bien connaître de bien maîtriser son speech, hein. C'est un peu une qualité d'acteur aussi. C'est sa théorie, sa persuasion, il vous la sort pratiquement sans les notes, hein. Il a un petit papier là, j'imagine, pour les chiffres, ou bon, mais il l'a bien sur le bout des doigts. Bon, ça c'est la première. La deuxième qualité essentielle, c'est ne pas se poser trop de questions, hein. C'est-à-dire surtout ne jamais essayer de jeter un coup d'œil au-delà de cette tranchée, hein, au-delà de ce petit coin si confortable, hein, de vérité redondante et tautologique qu'on s'est aménagé. Et ça marche. Ça permet non seulement de devenir une petite star dans telle ou telle fac, hein, et d'être suivi de coups d'œil langoureux par une majorité d'étudiantes dans la fac en question, mais supposez que vous trouviez un pays suffisamment à la ramasse, suffisamment épuisé, énervé, déstructuré par des décennies de politique économiquement néolibérale, sociétalement, culturellement, ultra-libérale. Donc, bref, vous trouvez un pays qui finalement finit dans l'ensemble par ressembler à une de ces facs occidentales actuelles, et puis bah, de petits universitaires, de stars de la fac, vous pourrez même passer à star du pays, c'est-à-dire en l'occurrence président élu, librement élu, comme l'a souligné Klaus Schwab, hein, en invitant
Javier Milei au pupitre, c'est vous dire si la subversion, en l'occurrence, a été organisée de l'intérieur. Hein. Et c'est vraiment en écoutant ce discours de Milei que j'ai compris, alors d'une part que Milei restait un occidental, hein, encore une fois, il a tenu parole, hein, il a introduit son speech par une déclaration d'intention pro-Occident, hein, et effectivement, je pense ça, le cahier des charges a été respecté. Et puis du coup, j'ai compris aussi, finalement, j'ai encore amélioré ma compréhension de ce qu'est l'Occident. Hein. Et l'Occident, finalement, défini de façon suffisamment profonde pour pouvoir inclure Milei, parce que, encore une fois, je pense qu'il a raison. L'Occident, c'est quoi? C'est l'horizon de la domestication. Hein. C'est-à-dire que quand vous écoutez Milei s'exprimer à Davos, en fait, vous écoutez quoi? Vous écoutez une sorte de spécialiste, de zoologue, d'expert en zoologie, vous voyez. Donc là, vous avez un zoo, les grandes villes, vous avez un zoo qui fonctionne. Bon, bah, il y a forcément quelques spécialistes qui viennent expliquer aux employés, à l'administration du zoo, en fonction des espèces, vous voyez, comment faut les nourrir, quelle température dans la cage, bon. Et bien, en fait, la pensée occidentale, c'est ça. Hein. Alors, ils ne sont pas tous d'accord. Hein. Il y a des débats au sein de cette expertise concernant cette espèce domestiquée qu'est Homo economicus, hein, qui est ce que l'Occident a réussi à faire, ou s'efforce de faire, hein, ça ne marche jamais vraiment jusqu'au bout, mais s'efforce de faire de Sapiens Sapiens, bien. Alors ça, c'est l'objet de cette expertologie, hein, de cette science occidentale. Et encore une fois, les experts ont des divergences de vues. Hein. Donc à Davos, en général, les zoologues, les anthropozoologues du coin, hein, de l'université locale, seraient plutôt portés vers des solutions étatistes, interventionnistes, big government, command and control, d'autres appelleront ça l'ordolibéralisme. Bon, Milei ira éventuellement jusqu'à en agitant son doigt professoral comme ça, les menacer de, attention, tentation socialiste. Hein, vous êtes socialisant. Oui, 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 c'est pas bien. Ah, déjà, vous avez tous les abonnés du courrier des boomers qui commencent à trembler. Comment ça, le socialisme? Ma retraite, mon patrimoine, ma cassette. Mais là, je pense qu'ils peuvent commencer à se rassurer en constatant que, ben, voyez, même à Davos, hein, ils sont pas si fous. Finalement, ils sont pas si socialistes. Ils laissent quand même le brave Milei, hein, l'héroïque Milei, s'exprimer. Hein, pour dire que le socialisme, c'est très mal. Le socialisme, faut bien comprendre en quoi consiste ce discours. Ce qu'explique Milei à la tribune de Davos, c'est que le socialisme, c'est une mauvaise méthode, hein, de gestion de cette espèce domestiquée que eux appellent l'homme. Bon, qui en est probablement effectivement une des variantes possibles, pas la plus glorieuse à mon avis, mais enfin bon, en tout cas c'est vers ça que tend le modèle occidental. Bien. Et puis, encore une fois, il y a d'autres experts qui ont une autre thèse, voyez, ils ont d'autres recettes. Hein, ils défendent d'autres recettes, hein, concernant la façon dont il faut organiser la captivité, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Hein. C'est-à-dire que finalement, que ce soit Malray, ou Schwab ou leur porte-coton là, israélien, Harari, voyez, bon, ou que ce soit Milei, bon, bah, ces gens-là font tous le même métier. Hein. C'est-à-dire que l'existence en elle-même du zoo et le fait que Sapiens Sapiens va se retrouver derrière des grilles, hein, que le principe même de la domestication étatique n'est jamais remis en cause. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans une vidéo précédente, je mettrai un lien, j'avais parlé de l'illusion libertarienne. Hein, c'est-à-dire que soit la notion de libertarianisme est très mal définie, en réalité je vois pas très bien ce que ça a à voir avec la liberté, hein, soit on arrivera à la conclusion que Javier Milei n'est pas un libertarien, hein, que c'est un libéral manchestérien, un anarcho-capitaliste, comme il dit. Mais enfin, moi, j'aurais tendance à considérer ça comme un oxymore. Hein. C'est-à-dire que si ce capitalisme est étatiste, à ce moment-là, comment vous voulez que Milei soit en même temps anarchisant? Hein.
Et l'argumentaire de Milley, en gros, bon, c'est un argumentaire historique, hein, donc il prend des périodes, avant tout la révolution industrielle, hein, forcément c'est celle qu'il préfère, et il dit, voyez, à l'époque de la révolution industrielle, hein, l'époque du libéralisme triomphant en Europe, on a appliqué mes recettes à moi, les recettes capitalistes, et regardez comme on s'est mis à vivre beaucoup mieux, hein, euh, ce qu'il démontre en utilisant avant tout des chiffres de PIB, hein. Donc ça, c'est toujours intéressant quand les gens ont recours au PIB, hein, qui est une fraude intellectuelle. Hein, j'ai pas besoin, je ne devrais pas avoir besoin de vous l'expliquer. C'est ce que vous explique un Emmanuel Todd, hein. Vous savez, le démographe, le spécialiste de la natalité, mais qui a rien remarqué depuis début 2021 concernant la natalité. Mais bon, même lui, il y arrive, hein. Même lui, il vous explique que le PIB, c'est une fraude intellectuelle. Donc, bon, c'est signe que finalement, ça ne doit pas être si difficile que ça à comprendre, hein. Puis, effectivement, oui, le PIB, vous voyez, le pays où je me trouve en ce moment, la Russie, a un PIB proche de celui de l'Italie. Bon, j'entrerai pas dans les détails, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire dans le détail pourquoi, malgré tout, la Russie et l'Italie, c'est pas tout à fait la même catégorie, hein, en termes de championnat de boxe. Bon. Et donc, c'est quoi, du coup, son programme libertarien? En fait, entre guillemets libertarien, hein, en fait, si vous voulez, c'est recharger le 19e siècle, hein. Donc, comme vous allez retrouver une vieille cassette Nintendo avec un jeu vidéo d'il y a 10 ans, bon, et puis vous le rechargez, hein, dans le système d'opération de votre ordinateur. Bon. Et pareil, là, on prend le 19e siècle et puis on recharge, hein, on oublie le 20e siècle, c'était affreux le 20e siècle, les totalitarismes, oh, tous ces morts, la violence, c'est si mal, peut-être même avec un accent circonflexe d'ailleurs, hein. Euh, et puis, voilà, on va de nouveau se porter mieux du coup, parce que il y avait de la contrainte étatique sur Homo economicus, hein, qu'on se comprenne bien. Les autres formes de contrainte étatique, Milley et tous ses collègues de Davos, parce que ce sont ses collègues, ne les remettent jamais en cause, hein. C'est-à-dire le vrai libertarianisme pour moi, hein, c'est-à-dire le port d'armes, les juges élus, les communautés organiques, patriarcales, etc. Non, ça non, ça non. Non, c'est simplement l'homo economicus, hein, c'est-à-dire, voilà, l'homme comme sujet de liberté à partir du moment où il pousse un caddie dans un supermarché, hein. Eh bien, pour libérer à nouveau le potentiel formidablement créateur et de richesse notamment de cet homo economicus, il y avait de la contrainte étatique, il n'y en aura plus, hein, c'est ça le programme. Alors, le problème, c'est ça, c'est qu'en français, dans ce cas-là, on dira qu'il n'y en aura plus, on ne dira pas qu'il n'y en aura pas. Pourquoi plus et non pas? Parce qu'avant, il y en avait. Ah oui, mais alors du coup, ce capital qui va pouvoir enfin s'investir librement et pour promouvoir la créativité et démultiplier la richesse, etc. Mais il vient d'où, ce capital? Les riches, les gens qui ont du fric, la chaîne patrimoine, ils l'ont acquis comment? Ah, parce qu'en fait, c'était des hauts fonctionnaires. Ah, mais donc, en fait, c'est la très méchante contrainte étatique qui fait d'eux des riches, qui vont maintenant pouvoir vous payer le SMIC en vous crachant un peu dessus, parce que, quand même, ça fait beaucoup un SMIC, hein, quand on ajoute les charges sociales. Oh là 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 là! Et là, vous avez l'idéologie de l'Occident dans toute sa splendeur, je dirais même dans sa splendeur crépusculaire. Parce qu'il y a eu une époque, hein, l'époque des Hegel, des Marx, des Kojève, où l'Occident était encore dialectique, hein, où l'idée du progrès, c'était qu'on va arriver à un nouveau stade de conscience, mais sans annuler les résultats, surtout sans pratiquer l'amnésie, hein, sans pratiquer l'amnésie sélective, hein. Donc c'était sur le modèle, disait Kojève, de la conversion chrétienne, hein, où le nouveau chrétien, le converti, se souvient et doit se souvenir de son passé païen pour s'en repentir. Parce que s'il ne s'en repent pas, il n'y a pas de vraie conversion, hein. C'est tout le principe du christianisme, hein, c'est qu'on ne peut pas naître chrétien, hein. Il faut au moins être baptisé, si ça se fait à la naissance, dans la petite enfance, ou idéalement en réalité, hein. C'est pour ça que certaines obédiences protestantes n'ont retenu que cette variante-là.
à l'âge adulte, déjà, se convertir, hein, devenir chrétien. Bien. Mais là, maintenant, on est dans l'Occident crépusculaire où, en fait, la conversion a dégénéré en évolution, hein. C'est-à-dire que, exactement comme vous avez je ne sais quelle espèce de pigeon qui, évidemment, ne se souvient pas d'avoir été à un moment un dinosaure, un reptile, bien. Vous avez voilà, l'Argentin enfin libéré de la contrainte étatique, hein, l'Argentin de l'utopie libertarienne, qui miraculeusement ne sait plus du tout d'où viennent les millions de papa. C'est voilà, il les a trouvés. Hop, hop, il y a des millions dans le coffre-fort de papa. C'est bon, c'est un peu comme l'idéologie trans, si vous voulez, hein. Alors je n'entre pas dans cette polémique. Est-ce que Milei serait marié? Est-ce que Madame Milei aurait peut-être été Monsieur Milei à un moment? Bon, mais l'idéologie trans, essentiellement c'est ça. C'est-à-dire bon bah écoutez, là à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un homme, je suis une femme, hein. Donc maintenant, je suis une femme. Mais j'exige d'être traité comme si j'avais toujours été une femme, hein, puisque voilà, le passé ne compte que dans la mesure de mon subjectivisme, hein, c'est-à-dire le fait qu'éventuellement à la naissance, j'ai disposé d'un gène, d'un chromosome Y qui dit non, 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 j'ai décidé que ça ne comptait pas, hein. C'est-à-dire, bon, l'histoire, parce que c'est ça, à l'échelle individuelle, bon, bah, c'est l'histoire. C'est ce qu'on pourrait appeler l'histoire ontogénétique, hein, l'histoire de l'individu, hein, les chromosomes avec lesquels il est né, et les gènes qu'il hérite, hein, parce que la naissance n'est pas un commencement absolu, hein. On est tous nés de quelqu'un. Bien. Et à l'échelle phylogénétique, à l'échelle d'un peuple, d'une société, bon, bah, ça va être cette négation de l'histoire, hein, qui est implicite, si vous voulez, dans un projet comme le projet Milei, voyez, ou comme quand d'anciens fonctionnaires du MEDEF viennent vous expliquer qu'ils représentent maintenant la révolution libertarienne. Et donc je vous avais dit en introduction que écouter ce speech de Milei et du coup mieux comprendre finalement qui est Milei m'avait aussi finalement aidé à mieux comprendre ce qu'est Davos. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'ai compris? Eh bien, j'ai compris qu'en fait, en dépit des apparences, hein, et en dépit de j'allais dire, de la structure du capital, puisque le WEF, hein, le Forum économique, le Forum dit économique, dit mondial, bon, c'est une entreprise familiale en réalité, hein. C'est la PME Schwab, comme vous avez la PME Le Pen en France. Bon. Et ben, malgré tout, finalement, d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue idéologique, Davos, c'est pas tellement Schwab. Schwab n'est pas absolument essentiel. Schwab est essentiel au marketing de Davos, hein, parce que Davos a un marketing de gauche, un marketing éco-socialiste, vous voyez, c'est façon Bompard, Greta Thunberg, oui. Pour ça, oui, Schwab est absolument central et je pense que c'est prémédité, je pense qu'il en a conscience, et je pense même que c'est assez large, dans son cas, assez largement sincère, hein. Euh, Entre autres parce que c'est un Allemand, que les Allemands n'ont jamais, par quelques régions du nord du pays, mais enfin, en général, la culture allemande et le libéralisme, ça fait deux, hein. Les solutions autoritaires, la recherche du salut collectif, etc. Ça, oui, ça c'est essentiel, c'est central dans le logiciel culturel allemand. Bon. Seulement, souvenez-vous, le Covid-19 la grande réinitialisation, hein, le libretto de l'opéra dont nous sommes les héros sans le vouloir, eh bien, avait deux auteurs, hein. Il n'y avait pas seulement Klaus Schwab, il y avait aussi son co-auteur Thierry Malraux, dont j'ai longtemps sous-estimé, je pense. Alors c'est impossible à vérifier, hein, in concreto, mais je suis arrivé un an après avoir publié donc en 2021 mon Magicien de Davos, consacré à Schwab et consacré à ce texte, hein, la grande réinitialisation. Ben, un an plus tard, je me suis rendu compte, je suis arrivé à la conclusion que j'avais probablement accordé trop peu d'attention à la personnalité et au parcours de Thierry Malraux. Et plus ça va, hein, maintenant, Davos après Davos, hein, j'avais déjà perçu quelques indices à l'époque où je couvrais l'édition 2023. Et maintenant que je couvre l'édition 2024, cette fois-ci pour mon blog, hein, le blog Substack de Modeste Schwartz, l'intuition, ces pressentiments se confirment, hein. Le pressentiment, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo de ma chaire de boomérologie, je mettrai le lien,
En fait, il y a deux versions hein, du Great Reset, parce qu'il y a deux versions de Davos. Hein, et donc, il y a ce que j'appelle la grande réinitialisation version Schwab, mais qui est finalement plutôt un marketing, hein, qui est un peu une de ces utopies collectivistes, égalitaristes, trotskistes, etc., qui finalement n'ont jamais été appliquées, parce que pour des raisons anthropologiques, je pense que tout simplement elles sont inapplicables. Bon. Et puis vous avez la version Malray. Hein. Et là, en revanche, c'est pas que du blabla, hein, c'est pas que des PowerPoint fabriqués à Davos pour que la moitié des milliardaires de la planète viennent déposer leur robot. Enfin, c'est une obole de 600 000 euros, paraît-il, quand même. Pardonnez du peu. Bon, viennent cracher au bassinet du WIF. Non, non, non. Malray, il est pas. Là encore, hein, vous voyez, euh, les êtres et les choses ont une histoire, hein, ont un passé. Malray, en arrivant à Davos, avait un passé et pas n'importe quel passé. Il venait de la ville que vous voyez derrière moi par la fenêtre. Il avait passé le plus gros des années 1990 à Moscou euh, à la tête, enfin, dans le personnel de direction d'une des trois banques systémiques qui ont organisé la perestroïka, la banque Alpha Bank, dont l'un des sièges se trouve d'ailleurs pas très loin là derrière. C'était pas intentionnel. Hein. Je n'avais pas pris ça en compte au moment de choisir cette chambre d'hôtel. Et donc, si on me redemandait aujourd'hui, comme on me l'a demandé tant de fois depuis que j'ai publié Le Magicien de Davos, est-ce que la grande réinitialisation a des chances de s'accomplir? Aujourd'hui, je répondrais oui, avec peut-être plus de conviction qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Mais j'ajouterai immédiatement, attention, pas exactement la grande réinitialisation version Schwab, pas exactement celle dont on parle, parce que c'est quand même ça l'objet principal de leur texte, hein, de, du livre Covid-19 la grande réinitialisation. Non, moi, la grande réinitialisation, ou la version de la grande réinitialisation, à laquelle je donne maintenant de plus en plus de chances d'effectivement s'accomplir sous une forme ou sous une autre, dans une partie au moins des pays ou des blocs, parce qu'on est nouveau dans une logique de blocs, hein, du monde, c'est la grande réinitialisation version Malray. Hein. C'est en fait ce qu'on pourrait appeler la perestroïka de l'Occident historique, hein, puisque la première perestroïka, celle qui a donné son nom, qui est un nom russe, hein, à ce processus, elle a touché la périphérie orientale culturellement hybride, hein, de l'Occident historique, c'est-à-dire le monde des Slaves orientaux, le monde qui s'étend derrière moi. Et j'ai l'impression que c'est en gros plutôt cette recette-là, hein, ces recettes-là, qu'on s'apprête maintenant, qu'il faut s'attendre à voir appliquées, mais à l'ouest du domaine. C'est tout du moins ce que j'ai hier expliqué aux post-occidentaux éminents, hein, donc comprendre aux abonnés annuels du blog de Modeste Schwartz. Sur le blog, hein, je reprends toujours mes notes du fil Telegram, le lendemain je les reprends sur le blog, et évidemment donc aussi sur ce fil Telegram privé où les post-occidentaux éminents ont le privilège de recevoir ces réflexions pratiquement en temps réel. Voilà, et donc sur ces bonnes paroles, je vous dis comme d'habitude, mais depuis Moscou, Передвигайтесь, здесь не на что смотреть.